Mesdames et messieurs les députés, merci de m'avoir convié pour me permettre de témoigner au nom de mon entreprise, en mon nom, et puis sans doute au nom des miens, qui peuvent parfois souffrir de la polémique, et pour m'exprimer en fait sur les convictions et les enjeux du commerce de centre-ville, qui seront éclairés par mon expérience. Parce que le commerce de centre-ville, c'est selon moi un sujet essentiel pour l'avenir de nos territoires. Mon groupe a récemment défrayé la chronique, et je l'assume, mais la réalité dépasse largement le bruit médiatique. Ce dont on parle, c'est de la survie du commerce, d'un modèle économique, d'emploi, et de la capacité de la France, plus généralement, à conserver des centres-villes vivants. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, et je l'assume, j'incarne cette entreprise. Et donc avant de parler de stratégie, j'aimerais vous parler un peu de moi, pour vous expliquer d'où je viens, ce que j'ai fait et pourquoi je me bats en fait pour faire vivre ce métier-là. Moi, je suis né à Vénissieux, j'ai 34 ans. Vénissieux, c'est pas la région la plus chic de Lyon. J'ai grandi dans un petit village de 5000 habitants, au sud de Lyon, dans une famille aimante, classe moyenne, un père chef d'entreprise. On a connu des galères, on a connu des bons moments. Et puis, une maman, mère au foyer, qui nous a donné énormément d'amour et de confiance en nous. Nous, on avait l'habitude, avec mes parents, de prendre la voiture en fait, le samedi après-midi pour aller faire nos courses dans la grande surface. On se garait sur le parking. Et puis, on s'habillait, toujours avec ma famille, dans les magasins mass market qui étaient de l'autre côté de ces parkings-là, justement, en face de la grande surface. Et donc, quelque part, cette France moyenne, cette France normale, et j'assume ce terme, moi, je la connais parce que j'en suis issu. Allez-y, monsieur. J'ai souffert d'obésité très jeune. J'ai perdu 80 kilos. Et je crois que ça m'a donné sans doute aussi une force de vivre et sans doute la capacité de vaincre quelques épreuves. En tout cas, j'ai une revanche à prendre sur la vie et je l'assume. Et quand on parlera de Chine, et qu'on parlera des difficultés en fait, de certaines personnes à avoir accès à de la mode de grande taille, je crois que je serai un témoin intéressant. J'étais plutôt studieux à l'école. J'ai démarré des études de droit. Et puis très rapidement, j'ai trouvé un stage non rémunéré dans une entreprise qui vendait et qui louait des commerces. Je me suis pris de passion pour ce métier-là. Et à l'âge de 18 ans, ce même employeur a proposé en fait, de financer mes études en alternance. Je prône comme jamais l'alternance. Nous avons près d'une centaine de collaborateurs en alternance dans notre entreprise. Et je crois que c'est une formidable en fait, opportunité de mettre un pied dans la vie professionnelle plus rapidement. C'était assez mal vu pour un enfant studieux à l'époque. On parle de ça il y a une quinzaine d'années, en fait, de faire ses études et terminer ses études en alternance. Mes parents, qui venaient d'un milieu encore plus modeste, étaient fiers de pouvoir offrir à leurs enfants en fait, des études. Et moi, j'ai décidé de mettre un pied dans l'entreprise. J'ai fait un BTS, profession immobilière, et 2 ans après, j'étais diplômé. J'ai décidé de monter mon entreprise avec ma grande sœur, et je l'ai fait à l'aide d'un prêt étudiant. On a emprunté 15 000 € au Crédit Mutuel. On vendait et on louait des bureaux, on vendait et on louait des commerces. Très rapidement, notre groupe a muté vers le conseil à l'investissement. Et puis, nous sommes devenus en 2015 promoteurs. À ce moment-là, mon papa, qui était retraité de la tuyauterie industrielle, est venu travailler avec nous. Il n'a pas apporté d'argent, mais il a apporté beaucoup de savoir-faire d'un gestionnaire industriel, justement, pour apporter ses compétences au développement de notre groupe. 3 ans plus tard, en 2018, alors que le groupe commençait à se développer de façon assez importante un peu de partout en France, mon papa décède à 62 ans, une maladie très jeune qui l'emporte, et ma sœur et moi, on se retrouve tous les deux à la tête du bateau. Et on a la volonté, en fait, de donner de la récurrence à notre activité et de monter une foncière. Nous qui venions, en fait, de cette France normale, de cette France moyenne, nous qui étions provinciaux, nous connaissions, en fait, ces villes d'environ 100 000 habitants, dont le centre-ville était parfois déserté, parce qu'il y avait une immense grande surface qui avait ouvert, 1 ou 2, à l'entrée de ces villes-là. Et nous avions une conviction, ma sœur et moi, celle que le commerce physique devait vivre. Et en 2018, les débats étaient peut-être les mêmes qu'aujourd'hui. On nous expliquait en fait qu'Internet allait annihiler le commerce physique, que le commerce physique n'avait plus d'avenir. Et donc nous nous sommes mis en tête, ma sœur et moi, d'acheter des centres commerciaux de taille moyenne, entre 10 et 40 000 m², qui étaient tous situés en hyper-centre-ville de villes moyennes, des villes d'au moins 100 000 habitants, reliées avec une gare TGV pour Paris. C'était ça notre prisme d'investissement. Ces centres commerciaux, on les a rachetés dans des états moribonds,
avec près de 50% de taux de vacances. J'aimerais vous rappeler, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, que la vacance locative dans un centre commercial en hypercentre-ville, c'est de l'insécurité, c'est des lieux de deal, c'est des allées entières qui sont vides. Et donc on les a remplis. Depuis 2018, ces mêmes centres commerciaux qui souffraient d'environ 50% de taux de vacances sont pleins à 90% environ, avec des vrais succès. On a créé des centaines d'emplois, par exemple à Roubaix. Roubaix, c'est la ville de la différence, il y a 100 000 habitants, vous avez 50% de la population qui est au chômage, 30% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et pour autant, c'est une zone franche, et donc vous avez 50 000 cadres qui viennent tous les jours consommer à Roubaix, mais qui ne fréquentaient plus le centre commercial de centre-ville, puisqu'il était devenu dangereux, et parce que l'offre commerciale ne correspondait pas aux besoins et ne répondait pas à ces enjeux de mixité sociale. Et pour réussir à transformer ce centre commercial, on a simplement bâti avec les meilleurs. Je crois que vous receviez hier Michel-Édouard Leclerc. Nous avions une surface alimentaire qui était louée à Casino, sur 11 000 m², qui faisait environ 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons racheté la coque à Casino, et nous avons ensuite reloué les murs à Leclerc, qui, sur la moitié de la surface, environ 6 000 m², avec lesquels nous avons investi près de 9 millions d'euros, réalisent près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que la différence, c'est une gestion précise, avec un commerçant, un couple, qui lève et qui ferme le rideau tous les jours, et qui connaît par cœur, en fait, sa zone de chalandise et les besoins de sa population. On a bâti aussi à Roubaix des tiers-lieux. On en a fait un lieu de vie de ce centre commercial. On en a fait des cours, on y fait des cours de cuisine rééducative, on y fait de l'aide aux devoirs. Et j'essaie d'inscrire en fait ce centre commercial dans le quotidien des Roubaisiens pour que leur velléité de venir ne soit pas juste portée par une velléité d'achat, mais par le besoin de répondre à des besoins quotidiens. On a réussi dans d'autres villes, on a réussi à Mulhouse par exemple, à installer un magasin Primark. Et je crois que le sujet pourrait rejoindre sans doute quelques-unes de vos questions, Monsieur le Président. Primark, s'il s'était installé à l'extérieur de la ville, c'était l'ensemble du centre-ville en fait qui aurait périclité. Et grâce à l'installation en hyper-centre-ville, nous avons complètement rempli ce centre commercial, mais aussi la rue principale de Mulhouse, qui aujourd'hui est exemplaire en termes d'attractivité commerciale. Et ce que j'aimerais rappeler, mais on pourrait y revenir plus tard, c'est que ce qui fonctionne en fait devant les enseignes mass market, peu cher, c'est pas le pas cher. C'est au contraire l'offre milieu de gamme, premium. C'est la parfumerie, c'est la restauration. Et j'en suis très fier. Et puis à Lille, on a complètement transformé en fait un centre commercial en un centre de loisirs. On a créé notre propre marque de food court. On sert tous les jours environ 1000 couverts dans ce centre commercial qui était complètement déserté. On a aussi connu quelques échecs. Il y a certains sites où nous peinons en fait à trouver la recette miracle. On a par exemple un centre et je l'assume. On a par exemple un centre commercial à Châlons-en-Champagne. La zone de chalandise n'est pas suffisante, on n'a pas réussi encore à trouver la recette miracle. Et puis on a racheté récemment un centre commercial en centre-ville de Metz, où le travail reste à faire. Le Covid est arrivé. Le Covid a été une épreuve financière de tous les diables en fait pour le jeune groupe que j'étais en train de constituer, puisque en France, le bailleur a été exempt de toute aide étatique pendant le Covid. Et puis, je vivais une frustration, celle d'un commerçant qui était limité en fait dans sa fonction de bailleur et qui cherchait comme jamais en fait à réinventer, à faire évoluer les lignes de ce commerce, mais où toute l'énergie en fait se limitait à la propriété commerciale que je pouvais donner à un preneur qui, quand il n'est plus à la mode, est engagé parce qu'il a investi beaucoup d'argent, qui, quand il ne vous paye pas, peut rester grâce au décret de 53 pour peut-être 2 ou 3 ans avant de rendre les clés. Et je crois d'ailleurs, plus généralement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, qu'il y aurait une réflexion intéressante à mener sur le décret de 53, le décret du bail commercial, qui, à mon sens, devrait sans doute être révisé pour permettre plus d'agilité à la fois aux preneurs et aux enseignes. Mais en tout cas, le Covid a été pour nous aussi l'opportunité d'avoir ce déclic et le fait de devenir commerçant, puisque nous avons racheté 7 grands magasins Galeries Lafayette, qui tous, à l'instar de nos centres commerciaux, étaient situés en centre-ville, d'une ville moyenne, d'au moins 100 000 habitants, et avec une gare TGV pour Paris. Ces 7 magasins Galeries Lafayette, nous avons acheté leurs murs et les fonds de commerce. Nous avons repris 600 collaborateurs à l'époque. Ces magasins réalisaient environ 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils perdaient environ 7 millions d'euros par an. On a investi 40 millions d'euros pour les rénover. On a réduit d'environ 30% la surface de ces magasins. On a fermé des modèles et des marchés qui n'étaient pas rentables. Et l'année dernière, même 7 grands magasins ont toujours fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 30% de surface en moins, mais ils ont rapporté près d'une quinzaine de millions d'euros au groupe. Et donc, ils sont tous devenus rentables.
Vous parliez, Monsieur le Président, de notre politique de rémunération. Pour la première fois, nous avons distribué de la rémunération variable à ces collaborateurs que nous avons complètement réintéressés en fait au modèle. Et je crois que nous avons réussi à transformer ces modèles parce que nous avons complètement redéfini en fait les règles d'un dialogue social. Typiquement, nous avons obtenu certaines réformes qui étaient absolument inédites dans l'univers du grand magasin, comme l'annualisation du temps de travail. C'est simple, mais ça veut dire que dans le commerce, on travaille plus le 24 décembre que le 15 août. Ça paraît basique, mais ce n'est pas évident dans l'ensemble des entreprises de ce domaine-là. Et puis 3 ans plus tard, l'opportunité s'est offerte à nous de reprendre le BHV. Donc nous avons racheté en novembre 2023 le BHV, qui est un temple du commerce parisien, une entreprise vieille de 170 ans d'âge, qui perdait structurellement entre 15 et 20 millions d'euros par an, qui aurait dû fermer. Plus de 1300 emplois en fait en centre-ville de Paris, devant l'hôtel de ville. Et j'ai pris un engagement très ferme vis-à-vis de mes 1300 collaborateurs au BHV, celui de réussir à revenir à l'équilibre dès la première année. Et donc entre 2023 et 2024, sur le même périmètre, le même magasin, qui perdait entre 15 et 20 millions d'euros par an, a gagné près de 10 millions d'euros. C'est plus de 25 millions d'euros. Et comment nous l'avons fait? Nous l'avons fait en fait au moyen d'une gestion précise des coûts de fonctionnement. Nous l'avons fait au moyen de la renégociation en fait de l'ensemble des frais généraux. Mais nous l'avons fait aussi en bénéficiant de l'attrition naturelle. La population était âgée au BHV et nous l'avons fait sans aucun plan social. Par contre, ce que je crois, c'est qu'on ne bâtit pas un modèle pérenne uniquement sur le principe de la réduction des coûts de fonctionnement, mais qu'il faut inventer de la croissance, et que si le modèle, en fait, premium, milieu de gamme, pardonnez-moi l'expression, Monsieur le Président, mais j'aime utiliser l'expression de sandwich, entre le pas cher, mass market, et le luxe, le BHV ne fonctionnait pas. Depuis 170 ans, le BHV, c'est le magasin de l'innovation, c'est le magasin populaire de Paris, un peu à l'instar de ce qu'était la Samaritaine à l'époque. C'est un magasin dans lequel on peut venir acheter des clous et des vis. C'est un magasin dans lequel on peut aussi acheter un sac de marque. Environ 75% de l'offre n'est absolument pas liée à la mode. Et donc on reviendra sur la mode, mais 75% c'est la décoration, le bricolage, l'équipement de la maison. Et donc nous avons décidé de bâtir un modèle beaucoup plus populaire, dédié aux Parisiens et à la France normale. Pardon encore une fois d'utiliser cette expression-là. Et c'est pourquoi nous avons donc décidé de nouer ce partenariat, notamment avec Shein. Shein, ce n'est qu'une pièce de la machine. Shein, aujourd'hui, c'est 0,2%, pardon, c'est 2% de la surface globale du magasin. Shein, c'est environ 1000 m², quand le magasin fait 50 000 m². 1000 m², 50 000 m². Mais la stratégie de réversion du BHV ne repose pas que sur Shein. On ouvre des halles alimentaires au printemps sur une partie du sous-sol. On transforme l'offre de beauté en une grande parapharmacie au rez-de-chaussée. On réintègre l'ensemble de la mode qu'on reconcentre sur le premier étage. On vient développer beaucoup de marchés en marque propre, notamment sur la maison. On a ouvert des lieux de restauration au dernier étage. On crée un appartement en fait dédié à la décoration en partenariat avec les plus grands designers. Et donc Shein, ce n'est qu'un élément de la machine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que compte tenu de la politique de piétonisation de la ville de Paris, compte tenu des difficultés d'accès en voiture au BHV, c'est beaucoup moins simple en fait de venir au BHV en voiture, de charger son canapé et de repartir. Et donc, quand je vous disais tout à l'heure que nous avons réussi à gagner de l'argent en réduisant les coûts de fonctionnement, je crois aussi qu'il faut mener une stratégie de croissance et que si on veut que cette entreprise soit pérenne, il faut bâtir des nouveaux modèles qui soient croissants. Pourquoi le choix de Shein? Shein, c'est un succès populaire incontestable. Nous avons ouvert il y a maintenant 1 mois et demi. C'est entre 8 et 12 000 clients qui viennent visiter le BHV tous les jours. Parmi ces 8 à 12 000 clients qui viennent visiter le BHV tous les jours, c'est environ 80% de Parisiens intramuros qui ne visitaient pas ou qui ne visitaient plus le BHV. Je crois que nous culpabilisons beaucoup trop le consommateur. J'ai la chance de voyager. Je m'inspire énormément en fait de modèles qu'on peut voir à l'étranger. Et je vous assure qu'il n'y a qu'en France qu'une infime minorité de la population peut, de l'autre côté d'un trottoir, venir insulter des consommateurs qui font la queue pendant 3 ou 4 heures pour accéder à un magasin de vêtements. Il y a, des gens qui viennent dans notre corner Shein pour consommer de la mode à bas prix, parce qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement, parce que
ils ont besoin d'avoir accès à des grandes tailles, mais il y en a d'autres, tout simplement, qui prennent plaisir à venir consommer de la mode à partir du moment où, et je prendrai tous les engagements à cet égard, la façon dont on le fait respecte absolument toutes les réglementations françaises, européennes, en matière d'éthique et en matière de responsabilité. Et j'y répondrai volontiers, et je répondrai volontiers à vos questions à ce sujet-là. Le groupe que j'ai bâti repose sur une stabilité financière importante. Nos actifs immobiliers dont on est propriétaire sont valorisés plusieurs centaines de millions d'euros. L'endettement du groupe est limité à 45%, ce qui est très faible dans notre marché. Le marché tolère jusqu'à 65% d'endettement. L'ensemble de notre dette est essentiellement de la dette française, avec des banques régionales. Oui, je l'assume, je travaille avec des caisses d'épargne en région, qui sont mes partenaires depuis le début. Oui, je l'assume, je travaille avec des crédits agricoles en région, qui sont attraits en fait au travail que nous avons pu faire de réversion de nos centres dans les villes moyennes. Et aujourd'hui, je dois vous dire que je suis à la fois impressionné d'être face à vous. Voilà, je vous le rappelle, j'ai 34 ans, mais je suis aussi très fier en fait du travail que mes collaborateurs et moi-même avons pu réaliser dans l'ensemble de ces territoires, au service de ces territoires, et je suis en responsabilité. Ça, je tiens à vous le dire. Parce que le jeune homme que vous avez en face de vous a la responsabilité de 2000 familles, peut-être de 10 000 familles qui travaillent de façon indirecte pour le groupe, et que ce qui m'anime tous les jours, en fait, c'est de faire vivre le commerce physique en se battant avec les mêmes armes, en fait, que l'ensemble de mes concurrents. Voilà, Monsieur le Président, je répondrai à toutes vos questions sans filtre, et je vous remercie encore une fois de m'avoir convié. Merci, Monsieur Merlin, pour à la fois la clarté de vos propos et de vous prêter à cet exercice devant la représentation nationale. Nous allons passer aux orateurs des groupes. Et pour le premier groupe, le Rassemblement national, je cède la parole à Monsieur Lionel Tivoli. Vous avez la parole pour un maximum de 3 minutes pour laisser la possibilité à Monsieur Merlin de pouvoir répondre à vos questions. Monsieur Tivoli, vous avez le micro. Monsieur Frédéric Merlin, vous êtes présent parmi nous en qualité de président du groupe Société des Grands Magasins que vous avez cofondé en 2018. Cette foncière familiale dédiée à la revitalisation d'actifs commerciaux de centre-ville s'est trouvée récemment au cœur d'une polémique sur laquelle je ne reviendrai pas aujourd'hui. Je préfère attirer votre attention sur l'état calamiteux du commerce de centre-ville, cœur de votre activité. Propriétaire de l'emblématique BHV au cœur de Paris, votre groupe assure également l'exploitation de dizaines de centres commerciaux à travers la France, ainsi que les galeries Lafayette d'Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims, avec des chiffres qui témoignent du dynamisme de votre structure, 95 millions de visiteurs annuels dans vos établissements et 430 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cependant, des données sont à mettre en parallèle avec l'effondrement, oui, je parle bien d'effondrement de nos commerces de proximité de centre-ville et de centre-bourg. Cet effondrement, nous le constatons tous ici, députés de territoires bien souvent ruraux. Dans ma circonscription des Alpes-Maritimes, traversée par 3 vallées qui ne communiquent pas entre elles, la situation est particulièrement dramatique. Les pouvoirs publics, à travers, entre autres, des opérations comme le plan Action Cœur de Ville, ont essayé d'activer les leviers pour redynamiser le commerce de proximité, avec plus ou moins de succès, reconnaissons-le. Les enjeux sont pourtant fondamentaux, tout d'abord économiques en permettant notamment le développement de l'emploi local non délocalisable, mais également sociaux et environnementaux à travers la promotion des circuits courts, légitimement plébiscités par le consommateur et qui constituent une réponse essentielle à l'impératif de favoriser la qualité des produits vendus. Monsieur le Président, mon interrogation, partagée sûrement par plusieurs de mes collègues ici, concerne la situation des petites et moyennes villes. Entendez-vous intégrer ces dernières dans votre stratégie de développement afin de contribuer à la réimplantation de commerces de proximité chers aux habitants? Pourriez-vous, dans cette optique par exemple, affecter une quote-part de vos surfaces commerciales à des loyers plus modérés, notamment à destination d'artisans locaux ou de marques dédiées au Made in France? La redynamisation de nos communes est un enjeu qui nécessite l'implication tant des acteurs publics que des acteurs privés. Nous avons chacun un rôle à jouer pour y parvenir et vous pouvez y prendre toute votre part. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour les réponses que vous pourrez nous apporter sur ces sujets qui sont essentiels pour nos compatriotes. Merci, Monsieur le député. Monsieur Merlin. Merci, Monsieur le député. Monsieur le député, vous avez raison. Et comme je le disais dans mon propos liminaire, ce qui gangrène l'ensemble de ces villes de taille intermédiaire, c'est la grande zone commerciale qui s'est ouverte à l'entrée et où dans ces villes-là, finalement, il est beaucoup plus simple de prendre sa voiture pour venir se garer sur un parking gratuit plutôt que d'accéder au centre-ville avec les difficultés d'accès du moment qu'on peut connaître, des parkings payants, etc. etc.
vous abordiez le sujet cœur de ville. Vous savez, moi le premier, monsieur le député, j'ai essayé de travailler avec la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, en fait, a décidé de ne plus nous accompagner à partir du moment où nous avons décidé de faire ce partenariat avec Chine, alors même qu'elle avait été informée préalablement et alors même qu'elle a subi des pressions politiques importantes. Et donc, Cœur de Ville, c'est un dispositif intéressant, mais je crois que c'est un dispositif qui n'a pas malheureusement atteint son régime de croisière. Et ce n'est pas dans des villes moyennes, en fait, au moyen d'acquisition de petits commerces de 50 ou 70 mètres carrés qu'on arrivera à réinventer. Non, ce qu'il faut, c'est accueillir des locomotives et les accueillir en centre-ville. Et c'est là où le centre commercial de centre-ville a une place extraordinaire à jouer, tout simplement parce qu'il est le poumon d'attractivité commerciale du centre-ville. Vous parliez des loyers. Dans le modèle qui a été le nôtre, j'essaie d'aller vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Dans le modèle qui était le nôtre, et le sujet me passionne, dans le modèle qui était le nôtre et qui a été clé en fait de réussite dans la transformation de nos centres commerciaux, nous avons été parmi les premiers à accepter des loyers variables. C'est-à-dire qu'en tant que bailleur, je prends un risque équivalent à celui de mon preneur et à celui de mon locataire. Autrement dit, si je fais mon travail de bailleur en tant que propriétaire de centre commercial, si j'anime le centre comme jamais, si je fais venir du monde en fait comme jamais, et donc si cela se retranscrit dans le chiffre d'affaires de mon locataire, eh bien je gagnerai plus de loyer. En revanche, si le commerce n'est pas au rendez-vous, si le client ne vient pas, tout simplement le locataire aura un loyer plus inférieur à payer. Merci Monsieur Merlin. Nous allons passer orateur suivante pour le groupe Ensemble pour la République, Madame Olivia Grégoire. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Micro. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président Merlin, merci de votre présence ce matin. Vous l'avez remarqué, le temps nous est compté. On a très peu de temps pour interroger. Vous aurez très peu de temps pour répondre. C'est pourquoi je ne poserai que 3 questions. En tant qu'ancienne ministre du Commerce, je sais qu'un retard de paiement n'est jamais anodin. C'est un fléau qui menace notre tissu économique, qui asphyxie nos PME, toujours les premières à payer, toujours les dernières à l'être. Au BHV, on ne parle plus de retard, BHV Marais, pardonnez-moi, on parle d'une hémorragie. On évoque pas moins de 7 millions d'euros d'arriérés, des marques comme la Coque Française, comme Longchamp, qui réclament parfois des sommes colossales, certains depuis plus d'1 an. Certains créanciers sont en ce moment même en train de se heurter à des comptes vides, et vous en êtes même réduit à justifier l'absence de consommables dans vos sanitaires à vos propres salariés. Pourtant, vous persistez à déclarer qu'il n'existe aucune dette. Monsieur Merlin, vous l'avez dit par 5 fois, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Alors, Monsieur Merlin, assumez-vous l'ampleur de ces retards de paiement? Assumez-vous que certains de vos créanciers qui veulent être payés se retrouvent face au mur avec des comptes insaisissables? Y a-t-il ou pas un risque d'insolvabilité, qu'il soit subi ou qu'il soit organisé, Monsieur Merlin? Mon second point concerne l'acquisition des murs du BHV Marais, dont vous avez longuement parlé. Vous avez signé une promesse d'achat de 300 millions d'euros avec les Galeries Lafayette, dont la date butoir est fixée au 19 décembre prochain. Le retrait de la Banque des Territoires fait peser une incertitude totale sur votre capacité à honorer cette promesse. Pouvez-vous nous éclairer sur l'origine des fonds? Allez-vous opérer sur fonds propres? Envisagez-vous l'entrée d'un partenaire stratégique de dernière minute? Et pourquoi pas d'investisseurs à force de frappe immédiate? Pouvez-vous, Monsieur Merlin, confirmer formellement l'absence de discussion directe ou indirecte avec le groupe Chine pour sécuriser cette acquisition? Enfin, Monsieur Merlin, j'en reviens à ma dernière interrogation qui porte en réalité sur le sens profond de vos manœuvres, en analysant la situation un peu froidement et en se concentrant sur le BHV Marais, des fournisseurs non payés qui partent d'eux-mêmes, un magasin qui se vide, et votre récente lettre qui annonce une réorganisation totale. Une hypothèse émerge. On peut se demander si cette situation n'est pas en réalité une stratégie de la terre brûlée. Faire partir les marques par l'usure financière vous permet quand même de récupérer des surfaces commerciales sans avoir à payer de coûteuses indemnités d'éviction ou à gérer des réorganisations salariales complexes. Monsieur Merlin, êtes-vous en train de faire place nette pour racheter l'actif à un prix intéressant, dégradé, et le transformer en réalité sans entrave, en vous exemptant totalement du coût économique et social de cette transition? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur Merlin. Bon, le temps... Pardon.
Vous pourrez y revenir après, Oui. parce que on aura un temps à la fin de cette séance où vous pourrez revenir sur les questions auxquelles vous n'aurez pas eu le temps de répondre. Je vous en prie. Bon, le temps étant compté, je vais répondre de façon très succincte, Madame la Ministre. D'abord, sur les retards de paiement, j'y suis souvent revenu. Comme je le disais, depuis 1 an et demi, nous n'avions pas nos systèmes autonomes. Nous avons investi près de 58 millions d'euros au capital du BHV. Tout le monde sera payé. Tout le monde sera payé. Voilà. Et s'il y a eu des retards de paiement, surtout d'ailleurs, avec des petites entreprises, les entreprises que vous avez citées, les marques que vous avez citées ne font absolument pas partie de celles qui peuvent revendiquer en fait des délais de paiement. Je l'assume et toutes seront payées alors même que nous allons pouvoir disposer de nos outils aujourd'hui. Ah oui, voilà. Deuxièmement, sur l'acquisition des murs. Pardon ? Pardon. Deuxièmement, sur l'acquisition des murs du BHV. Comme je le disais tout à l'heure, nous avions un partenariat que nous avions noué avec la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts. Cette même Caisse des dépôts qui a subi des pressions politiques très importantes a décidé de plier faux bond alors même qu'elle avait été informée au moins 1 mois avant l'annonce de notre partenariat avec Chine. Je ne vous cache pas, Madame la Ministre, qu'aujourd'hui, j'entretiens des discussions extrêmement précises avec non plus des banques mais des fonds d'investissement. Ces mêmes politiques, attention, je n'ai pas dit chinois, ces mêmes politiques en fait qui ont pu mettre des pressions importantes sur la Banque des Territoires pour qu'elle renonce à son partenariat avec l'objectif que le BHV soit financé par des financements français, seront responsables en fait du principe que le BHV sera financé par des fonds étrangers, qu'ils soient américains, anglais ou qu'importe d'ailleurs. Je n'ai pas de discussion avec Chine au sujet de l'acquisition des murs. Et troisièmement, non madame, je ne vous laisserai... Faut que j'arrête ? Oui, on va passer, mais vous pourrez... Troisièmement, non, Madame la Ministre, je ne vous laisserai pas dire que je suis en train d'organiser la politique de la terre brûlée. D'abord parce que nous parlions tout à l'heure du décret de 53, on a eu l'occasion d'en discuter ensemble, alors même que vous étiez ministre. Comme vous le savez, dans un grand magasin, il n'y a absolument pas de notion de propriété commerciale. On pourrait y revenir un peu plus tard à la fin de l'audition, Monsieur Merlin, s'il vous plaît. On va passer au groupe suivant. Vous pourrez revenir sur les 2 questions que Madame Grégoire vous avait posées tout à l'heure. Nous passons au groupe de la France Insoumise. Madame la Présidente Aurélie Trouvé, vous avez la parole, Madame la députée. C'est bon. Il reste un micro. Monsieur Fournier. Merci. Non, c'est bon. Messieurs les présidents, Monsieur Merlin, alors chacun de nous pourrait raconter sa vie et faire la liste de ses exploits depuis tout petit, mais nous sommes ici à l'Assemblée nationale dans la Commission des affaires économiques pour parler de faits, de chiffres économiques et d'emplois. Votre arrivée à la tête du BHV de plusieurs galeries Lafayette devait en effet préfigurer la renaissance des centres-villes. In fine, ce sera l'essorage d'une marque prestigieuse et l'indifférence totale à l'endroit de nos règles collectives. Et votre partenariat avec Chine n'est que le sommet d'un iceberg de désastre social et économique. D'abord, vous ne payez pas vos enseignes. Vos impayés s'accumulent. Vous avez reconnu devoir entre 5 et 12 millions d'euros aux marques. Il faut apparemment 6 mois pour être payé quand on loue un corner chez vous. Diverses enseignes sont parties. Slip Français, Le Jabis, Swarovski, tout le groupe SMCP en dénonçant, comme vous l'avez dit, chère collègue Madame Grégoire, des retards systématiques. Vous invoquez un logiciel obsolète, on dirait un élève pris en faute qui prend son chien comme excuse. Donc, première question, pourquoi ces impayés durent-ils depuis presque 2 ans ? Votre grand fait d'armes, Monsieur Merlin, c'est la dégringolade de votre magasin amiral du BHV que vous avez transformé en enfer social. Depuis votre arrivée, 2 droits d'alerte économique déposés. Les salariés dénoncent des consignes de mentir aux clients. Une explosion des arrêts maladie pour risques psychosociaux, la perte des primes faute de chiffre d'affaires, des effectifs qui ont fondu, près de 300 départs non remplacés selon l'intersyndicale. Enfin, vous avez supprimé jusqu'à 170 marques par magasin, fermé des rayons entiers comme l'espace enfant. Manifestement, il n'y a plus grand monde pour vous faire confiance. La Banque des Territoires vous a lâché. Les galeries Lafayette, l'Union du commerce de centre-ville. Monsieur Merlin, le BHV, c'est 170 ans de patrimoine populaire, d'innovation commerciale, de savoir-faire. Nous, législateurs, nous ne voulons pas laisser ce morceau de patrimoine national être géré comme un fast-food d'autoroute. Monsieur Merlin, vous êtes bien davantage un gestionnaire d'immobilier commercial qu'un soutien du commerce de proximité. Car derrière vos beaux discours ronflants, vous cherchez surtout la rentabilité rapide des mètres carrés,
plutôt que la fidélité, la qualité de service et le temps long. Monsieur Merlin, comprenez-vous qu'on ne peut pas à la fois se prévaloir de la revitalisation des centres-villes et en même temps appliquer une logique de foncière spéculative qui coupe les effectifs, assèche les rayons, chasse les marques? Comprenez-vous que vous illustrez à la perfection en réalité un modèle que nous essayons de dépasser? Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Merlin. Aurélie. Moi, Madame la députée, je vais vous répondre très simplement. Aurait-il mieux valu que le BHV, 170 ans d'histoire, aurait-il mieux valu que tous ces magasins de province ferment? Suis-je légitime à reprendre une entreprise de 170 ans d'âge, qui est déficitaire, et de ne rien changer? Donc ma réponse est très ferme, en fait, et très simple. Moi, aujourd'hui, je suis un acteur privé, j'ai besoin de faire vivre ces magasins, et j'assume complètement, mais quand je dis complètement, le changement et d'être dans la transformation. Parce qu'une entreprise, en fait, qui perd de l'argent, ce n'est pas une entreprise pérenne. Voilà. Et vous parliez de rémunération auprès de mes collaborateurs. Pour la première fois l'année dernière, le BHV a distribué de la participation, 1 500 000 €. Ça n'avait été jamais, ça n'a jamais été le cas. Voilà. Merci, Monsieur Merlin. Pour le groupe socialiste, Monsieur Arthur Delaporte, bienvenue dans notre commission. Et vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, je suis membre, mais c'est ma première intervention, Monsieur le Président. C'est juste que je suis parlementaire en mission et j'ai quelques sujets en ce moment. Voilà. Bon, merci, Monsieur le Président. Monsieur Merlin, chers collègues, depuis des semaines, le grand public vous a découvert à travers vos saillies médiatiques grâce à l'arrivée de Shein au BHV, qui est pour vous une opération moderne, innovante. Vous ne nous avez pas dire qu'elle était inévitable, mais c'est tout comme. Le grand public a aussi découvert, navré, votre suffisance. Ce matin, on voit aussi une forme d'indécence lorsque vous vous apposez au fronton de l'édifice avec l'affiche qu'on n'aurait pas dû faire en posant fièrement aux côtés du président de Shein. Mais pour briller, faut-il vraiment être prêt à tout, y compris à sacrifier toute boussole éthique? Le grand public a d'ailleurs découvert que vous étiez aussi ce patron, et on vient d'en parler, qui ne paye pas en temps et en heure des millions d'euros d'arriérés aux occupants de vos espaces commerciaux. Et vous semblez nous dire ce matin que c'est vous, ou si vous n'aviez pas repris le BHV, ça serait le chaos. Mais ce n'est pas aussi simpliste que cela, monsieur. Si vous êtes aujourd'hui devant nous, c'est parce que votre communication douteuse ne rend pas invisible votre rôle de supplétif d'une des plus grandes machines de prédation économique, sociale et environnementale de notre époque. C'est ce modèle de l'ultra fast fashion que le Parlement cherche à réguler, celui dont la plateforme d'e-commerce Shein est aujourd'hui l'incarnation la plus aboutie et qui est aujourd'hui même devant le tribunal suite à l'initiative du gouvernement qui demande sa suspension pour 3 mois. Shein, que vous avez introduit si fièrement il y a 2 semaines dans le commerce physique, Shein, qui prospère sur la contrefaçon, qui pille la propriété intellectuelle de nos créateurs français, qui fabrique des produits dans des conditions sociales, environnementales lamentables, qui fait travailler des enfants, qui fait travailler les Ouïghours, qui entretient la surexploitation et alimente la destruction accélérée de notre tissu commercial. Nous le dénonçons sans cesse dans cette commission. Au moment où la droite européenne s'allie avec l'extrême droite pour remettre en cause le devoir de vigilance, vous êtes, Monsieur Merlin, le complice du domestique système du XXIe siècle, singulier retour en arrière aux origines de la révolution industrielle, où ces entrepreneurs du textile vivaient d'une économie de la prédation en payant à la tâche leurs employés, d'abord des femmes. 0,06 centimes, 0,27 centimes d'euros par jour, voilà, c'est ce que gagnent à peu près ceux qui travaillent pour Shein. Est-ce cela l'affiche qu'on n'aurait pas dû voir? Et ça, c'était bien avant les affaires de cyberpédocriminalité. Monsieur Merlin, est-ce l'appât de la lumière ou surtout celui du gain qui vous autoriserait à tout, y compris à contribuer à détruire notre tissu économique? Car le sujet n'est pas seulement parisien, il concerne évidemment les centres-villes de tout le pays. Ne voyez-vous pas les chaînes de prêt-à-porter aujourd'hui qui ferment en cascade à cause justement de la concurrence déloyale qui sont aujourd'hui légion? Vous devriez les soutenir. Vous avez choisi d'être le bourreau, même si vous vous en dissimulez. Alors oui, aujourd'hui, on a bien vu votre défense malhabile adressée à vos fournisseurs, celle où vous promettez de mettre en avant ces artisans français dans une halle alimentaire qualitative. Mais ce niveau de cynisme est assez effrayant. Ma question sera donc simple. Renoncerez-vous au partenariat avec Shein avant même que ce soit la loi qui ne vous l'impose? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur Merlin. D'abord, monsieur le député, moi je respecte la loi. Donc si la loi m'interdisait de faire ce partenariat avec Shein, je ne l'aurais pas fait. J'ai pris toutes
toutes les dispositions pour m'assurer de la qualité, de la provenance et des conditions de fabrication des produits dans lesquels les produits Chine sont vendus au BHV. Et n'en déplaise en fait à cette assemblée, la réalité c'est que les usines qui fabriquent pour Chine sont exactement les mêmes que celles qui fabriquent pour l'ensemble des retailers mass market en France. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Et je vais même plus loin. La même filière française qui aujourd'hui est vent debout contre ce partenariat, certains d'ailleurs ont l'intelligence de ne rien dire, c'est la même en fait qui est responsable de ce même modèle. Tout simplement parce qu'il y a 30 ans, quand ces retailers sont allés fabriquer en Chine, c'est eux qui ont inventé ce modèle-là. C'est pas Chine en fait. Et aujourd'hui, moi je ne suis pas le défenseur de Chine, je suis simplement un commerçant qui a besoin de faire vivre son commerce, qui a besoin de faire venir du monde dans son commerce, et qui est, je le redis, fier d'accueillir une marque, qui répond à plus de 25 millions de clients français. N'en déplaise, c'est la 5e marque préférée des Français. Et je crois, pardon, monsieur le député, que nous sommes exactement dans la démonstration de la complète déconnexion de l'appareil politique et de ce qu'est la réalité et la volonté des Français. Voilà. Bien. Bon. Non, mais on va continuer notre débat et j'appelle chacun ici à la tribune comme dans la salle à faire preuve à la fois de mesure dans les propos et de respect. Et ici, Monsieur Merlin, vous êtes devant la représentation nationale. Chacun ici possède une parcelle de légitimité auprès des Français qui nous ont élus. Et ici, les députés, bien évidemment, ne font le procès de personne. Nous ne sommes pas un tribunal ici, mais les parlementaires posent des questions et nous vous remercions d'y apporter les réponses. Mais c'est ce que vous faites depuis que vous êtes arrivé. Et après, chacun est juge d'apprécier ou non les réponses que vous formulez, bien évidemment. Je passe la parole pour le groupe de la droite républicaine à Monsieur Guillaume Lepers. Vous avez la parole, Monsieur le député. Monsieur le Président, Monsieur Merlin, d'abord, merci d'être parmi nous et d'accepter de répondre à nos questions. Nous souhaitons parler avec vous de l'avenir du BHV, mais aussi entendre vos réponses sur l'installation de chaînes au BHV Marais, qui a suscité un choc, beaucoup d'inquiétudes et une vraie incompréhension. Chaîne, ce sont plusieurs centaines de milliers de colis qui arrivent chaque jour en France, transportés par des dizaines d'avions avec des prix biaisés rendus possibles par le non-respect de nos normes fiscales, sociales, sanitaires et environnementales. Et pendant ce temps, nos commerçants français, eux, respectent toutes les règles et se retrouvent pénalisés. Dans un pays où le commerce, l'artisanat et la restauration représentent le premier employeur, les difficultés s'accumulent, inflation, pression fiscale, coûts salariaux et énergétiques, pénurie de main-d'œuvre, réglementation complexe, etc. Le terrain de jeu n'est plus équitable. Et beaucoup de nos commerçants nous disent qu'ils ne survivront pas longtemps dans ces conditions. Vous justifiez l'arrivée de chaînes comme un moyen de créer du flux et de sauver le site. Mais comment expliquer que des marques françaises comme le slip français aient connu des retards de paiement ou un désengagement commercial alors qu'elles respectent toutes nos obligations fiscales et sociales auxquelles chaînes échappe largement? Est-ce vraiment la seule solution pour assurer la rentabilité du BHV au prix d'une perte de crédibilité auprès des acteurs français qui, eux, portent l'excellence et le savoir-faire national? Et au fond, j'allais dire, tout ça à quel prix? Êtes-vous capable de nous dire aujourd'hui le montant du partenariat avec Chaîne? Et j'aimerais revenir sur une petite chose, sur l'ambiguïté que vous venez d'avoir dans votre intervention précédente. Il faut faire une différence pour que les gens comprennent entre ce que vous avez physiquement dans votre magasin, où vous pouviez sûrement justifier une partie de la provenance parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Et ce que vous portez derrière, c'est l'image de Chaîne et d'une plateforme avec des milliers de références chaque jour. Et là, c'est différent, parce que là, ne me dites pas que vous contrôlez l'origine des produits et les normes. Parce que les jouets qui sont sur le site, qui un jour tueront un enfant, une décoration de Noël qui un jour brûlera une maison, ou des habits qui amèneront des enfants, vous cautionnez ça également. Ce n'est pas les quelques produits que vous avez physiquement, c'est une marque que vous mettez en avant en France, et ça, il faudra l'assumer, Monsieur Merlin. Ce n'est pas les quelques références dans votre magasin physique, c'est la promotion que vous faites pour l'ensemble de cette plateforme. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur Merlin. Merci, Monsieur le député, mais je crois que vos propos sont très clairs. Et j'adhère complètement, en fait, à votre raisonnement. Encore une fois, je viens devant vous comme un commerçant qui respecte les règles. Quand on reproche à Chine
d'envoyer des milliers de colis. Moi, je fais des envois groupés. Je les fais d'abord par avion, je les ferai ensuite par bateau ou par train. Quand on reproche à Chine, en fait, de ne pas être garant de la provenance et de la qualité de ses produits, ça n'arrivera pas dans mon magasin. Les produits que j'importe ont subi le contrôle des douanes à Charles de Gaulle. Nous avons eu plusieurs contrôles des douanes dans notre magasin. Nous sommes à ce jour irréprochables. Nous sommes à ce jour irréprochables. Et je crois que l'enjeu qui anime cette Assemblée et l'enjeu sur lequel nous avons tous une responsabilité, c'est peut-être de légiférer, justement, pour que la qualité, et on parle de Chine, mais parlons aussi des autres plateformes, en fait, la qualité des produits vendus sur cette plateforme, qui souvent d'ailleurs n'est pas la responsabilité de la plateforme, mais la responsabilité du commerçant, change. Il faut que la plateforme soit responsable. Elle est là la problématique. Aujourd'hui, que vous preniez Amazon, que vous preniez Temu, que vous preniez Shein, ça héberge des milliers de commerçants qui peuvent vendre des jouets illicites, qui peuvent vendre des poupées à caractère pénopornographique. Mais c'est pas normal. Et ce qu'il faudrait faire, mais je vous donne raison, et ce qu'il faudrait faire, c'est légiférer pour interdire justement et prendre en responsabilité Chine. Et ensuite, sur le montant du partenariat, pardon, mais je crois au secret des affaires et je ne suis pas là, en fait, aujourd'hui pour divulguer le montant d'un partenariat que j'aurais pu passer avec quiconque de mes partenaires d'ailleurs. Merci, Monsieur Merlin. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Charles Fournier, vous avez la parole, Monsieur le député. Ah, c'est pas moi. Merci, Monsieur le Président. Vous avez commencé votre intervention en évoquant les effets de la polémique sur vos collaborateurs, mais je voudrais vous citer une phrase qui vient de vous. Vous dites que la polémique, c'est du commerce. Donc finalement, c'est à vous de vous expliquer devant vos collaborateurs sur les polémiques que vous engendrez et non pas nous renvoyer à cette responsabilité. Je vais vous parler d'ailleurs en considérant qu'il s'agit non pas là d'une bien-pensance, et je reprends aussi certains de vos mots, de cette mode, de cette ultra fast fashion et de ses effets délétères. C'est un modèle caricatural de la mondialisation dérégulée, de la défiscalisation, du contournement des règles. Et là-dessus, vous portez une vision qui me semble simpliste, en renvoyant d'ailleurs à la culpabilité des consommateurs, puisque vous dites c'est aux consommateurs de faire le choix. Et donc vous faites exactement l'inverse de ce que vous avez dit ici. Finalement, vous dites c'est à vous de réguler cette situation et ce n'est pas à moi de le faire. Vous vous dégagez de toute responsabilité. Et pourtant, tout ça a un coût social là-bas et ici. Dramatique. On parle d'atteinte aux droits humains. On parle de personnes qui sont payées entre 0,06 et 0,27 € par tâche réalisée, devant travailler jusqu'à 3 ou 4 heures du matin pour pouvoir survivre. On parle d'emplois qui sont détruits chez vous, qui sont détruits dans des tas d'enseignes du commerce et de la mode en France. Les femmes sont particulièrement concernées par les effets de ce commerce et de ce modèle très, très destructeur. Un coût écologique considérable, avec des effets irréversible, 5 000 tonnes de marchandises qui émettent plus de gaz à effet de serre, plus 23% entre 2023 et 2024. Une pollution aux polluants éternels, des pollutions partout, des vêtements fabriqués à 80% avec du polystyrène, et c'est d'origine pétrolière. Un coût pour notre économie aussi et nos industries, des tas d'enseignes qui ferment, Camailleux, Koukaï, San Marina, Jennifer, Naf, et je peux en citer d'autres. Les enseignes françaises ferment les unes derrière les autres. Alors, Ouïghours, gaz à effet de serre, PFAS, scandale pédocriminel, licenciements locaux, à chaque drame humain revient la fast fashion, l'ultra fast fashion. Et vous, que dites-vous par rapport à ça ? Ne considérez-vous pas, bien sûr nous avons notre responsabilité, et j'invite tous les collègues qui ici considèrent que Chine est un scandale à faire en sorte que les lois soient respectées, à faire en sorte que le devoir de vigilance ne soit pas détricoté comme il est en train de l'être aujourd'hui. Mais vous avez votre part de responsabilité. Êtes-vous prêt à prendre une part de responsabilité ? Êtes-vous prêt à dire non à Chine, considérant tout ce que je viens de vous dire là ? Un chef d'entreprise, il n'est pas juste la victime de ce qui se passe, il a aussi sa part de responsabilité. Et jusqu'à maintenant, vous avez essayé de vous dégager de toutes vos responsabilités. La responsabilité sociétale, vous en avez une. Et vous en avez une comme chacun d'entre nous. Et ça ne me semble pas du tout déconnecté du réel. Merci, Monsieur le député. Monsieur Merlin. Merci, Monsieur le député. Encore une fois, vous avez raison. Juste avant de répondre à la dernière question, laissez-moi revenir sur la phrase « le commerce c'est de la polémique ». Oui, je le dis, oui, je le pense, oui, je réitère, le commerce c'est de la polémique. Au même titre que vous citiez le slip français était là affiché en fait des affiches devant le BHV en disant voilà, je quitte le BHV parce que, etc. On a tous joué de cette polémique. Par contre, et je l'ai dit plusieurs fois dans la presse et je tiens à le redire devant vous, si l'affaire des poupées à caractère pédopornographique avait émergé avant que cette affiche ne soit posée, je ne l'aurais pas faite. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler. Et ensuite, sur le sens éthique de ma mission, vous avez raison, monsieur le député.
mais j'ai le sentiment de faire quelque chose d'éthique. J'ai le sentiment de faire quelque chose d'éthique parce que, avant de passer ce partenariat en fait avec Shein, je me suis assuré de la dynamique RSE de Shein. Je peux vous assurer aujourd'hui que Shein, c'est près d'une quinzaine de bureaux d'études parmi les plus grands. On pourra les citer, Bureau Veritas, Intertech, etc., qui valident en fait les conditions de fabrication, la provenance. Il n'y a absolument aucun travail. En tout cas, ce n'est pas moi qui vous l'assure, ce sont des bureaux de contrôle. Il n'y a aucun travail. Pardon, je ne suis pas aujourd'hui responsable de ce qu'écrit un bureau de contrôle. Je ne suis pas responsable. Et donc, en fait, à partir du moment où les produits vendus dans mon magasin respectent exactement les mêmes normes que les autres produits vendus dans d'autres boutiques, je me sens légitime et je me sens éthique à réaliser ce partenariat. D'autant plus que vous parliez de surconsommation et de fast fashion, ça n'arrive pas chez moi. Ça n'arrive pas chez moi parce que chez moi, vous touchez le produit, parce que chez moi, vous l'essayez. Et donc, parce que c'est chez moi, eh bien, vous n'avez pas en fait des milliers de colis qui arrivent chez vous, vous n'allez pas jeter à la poubelle le lendemain le produit parce qu'il ne vous va pas, etc., etc. Donc oui, je considère qu'il y a une dimension éthique à ce partenariat avec Shein. Merci, Monsieur Merlin. Pour le groupe des démocrates, Madame Louise Morel, vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur Merlin. Monsieur Merlin, vous dirigez une grande entreprise, une belle entreprise qui possède des établissements emblématiques dans de nombreuses grandes villes. C'est un patrimoine. Ici à Paris, la Société des grands magasins est propriétaire du BHV qui incarne une certaine idée du commerce français, une certaine idée du rapport à la mode et qui participe aussi au rayonnement de notre pays à l'international. J'entends votre volonté de défendre le commerce physique et de maintenir la vitalité de nos centres-villes, notamment dans les villes moyennes, et on ne peut que saluer cette démarche. Mais la question qui vous est posée aujourd'hui dépasse votre entreprise. Quel avenir souhaitons-nous pour le commerce dans nos villes demain ? Vous avez choisi d'ouvrir la porte à Shein, à Paris, mais aussi à Dijon, à Reims, à Grenoble et ailleurs. Et cette décision interroge profondément et les réactions de ce matin le montrent encore chez tous les groupes politiques. Permettez-moi de vous le dire clairement, je ne vous parle pas ici de rendement, ni de survie des centres-villes, ni même de pouvoir d'achat. Je vous parle d'une certaine idée du commerce et aussi d'une ambition. En vous écoutant, je dois dire que je suis déçue. Déçue d'entendre qu'ouvrir les portes à Shein ne serait pas si grave, vous l'avez dit ce matin. Car Shein, ce n'est pas une enseigne comme les autres. Derrière les prix cassés, c'est du travail forcé, l'exploitation d'enfants, des cadences inhumaines, le non-respect des droits humains, et tout cela pour une fast fashion jetable massivement polluante. Nous avons même découvert récemment la vente de poupées à caractère pédopornographique, retirées depuis certes, mais qui révèle une logique profondément choquante. Quand une enseigne qui porte de telles pratiques s'installe dans un grand magasin historique comme le vôtre, ce n'est pas neutre. Quand elle arrive dans une ville moyenne, ce n'est pas neutre. C'est un signal politique et c'est aussi une forme de caution morale. Vous dites que Shein représente que 0,2% de la surface du magasin, 1000 m² sur 50 000. Alors si l'enjeu est si faible, pourquoi ne pas renoncer ? Face à la levée de boucliers des élus ici, des citoyens, des ONG, des élus locaux, cet entêtement interroge. Vous affirmez vous êtes personnellement assuré de la qualité et de la provenance des produits, très bien, mais alors quelle garantie pouvez-nous réellement nous apporter ? Considérez-vous, et pouvez-vous le dire à la représentation nationale, que Shein respecte et les normes sociales et éthiques et environnementales, et si oui, sur quels éléments concrets l'affirmez-vous ? Et je terminerai sur un autre point très rapide que vous avez évoqué dans votre exposé liminaire. Il s'agit de la place des voitures en centre-ville. Certaines villes en souhaitent moins, mais le résultat, c'est qu'on voit aussi se développer des zones commerciales en périphérie, parce que les Français ont besoin d'achats accessibles, parfois volumineux. Aussi sur ce sujet, quelle vision portez-vous pour l'avenir du commerce dans les villes moyennes en lien avec les pouvoirs publics ? Et plus globalement, bien dire que sur ce sujet comme sur Shein, ces débats appellent, je le crois, une vision, pas une fuite en avant, car c'est cela dont nous parlons aujourd'hui, d'un choix de société. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur Merlin. Merci, Madame la députée. Si vous m'y autorisez, puisque certaines questions se croisent, je vais répondre surtout à la dernière question. On parle énormément de Shein. Le sujet qui m'anime, au-delà de Shein, c'est la survie des centres-villes et particulièrement au-delà du BHV des villes moyennes. Je vais répondre à votre question par un exemple en prenant la ville de Grenoble. À Grenoble, il y a un immense centre commercial qui a ouvert à l'entrée de la ville qui s'appelle Nerpic. C'est un centre commercial 2.0 dans lequel en fait, vous retrouvez l'ensemble des marques, du divertissement, de la restauration, etc. Et puis Primark a ouvert en fait aux portes de Grenoble. Quand Primark a ouvert aux portes de Grenoble, c'est l'ensemble des boutiques premium qui ont fermé leurs pas de porte en centre-ville pour venir ouvrir dans ce même centre commercial aux portes de Primark. Ce sont les mêmes enseignes qui sont celles aujourd'hui qui ont quitté le BHV, typiquement SMCP.
Pourquoi ? Parce que ces enseignes veulent bénéficier d'un flux et d'un flux complémentaire en fait à ces enseignes mass market. Résultat, c'est l'ensemble du commerce de centre-ville de Grenoble qui souffre, avec des accès, une piétonisation, des accès, des conditions de parking qui sont très compliquées, très onéreuses. Et aujourd'hui, c'est grâce, et je vais revenir du coup et je vais faire le parallèle avec Shein, à l'annonce d'un partenariat comme Shein, que des associations de commerçants soutiennent en fait ce partenariat. Parce que c'est le moyen en fait de faire venir le flux en centre-ville, de capter cette nouvelle population. Et même si on peut avoir le sentiment que la population qui viendra dans mon magasin Shein de Grenoble ne fera que consommer du Shein, c'est faux. Parce que la réalité, un commerçant, il a besoin de quoi ? Il a besoin de flux, il a besoin de trafic. Et donc typiquement, ce même consommateur, ce sera celui qui ira prendre un café, manger une crêpe avec ses enfants, acheter une paire de chaussures ailleurs, dans mon magasin ou dans le reste de la ville. Donc en fait, vous donnez aujourd'hui l'impression que je suis isolé, que je suis entêté, que je suis le seul à vouloir absolument ce partenariat. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants qui, comme moi, en fait, ont besoin de faire vivre leur commerce au quotidien, qui, comme moi, en fait, croient à la nécessité de générer du flux. Merci beaucoup. Pour le groupe Horizon, la parole à Monsieur Thomas Lam. Président, Monsieur le Président Merlin, vous aviez récemment déclaré sur un plateau télé à une responsable politique, vous faites de la politique, je fais du commerce. Alors permettez-moi en préambule de vous rappeler que si nous sommes ici des élus et nous avons un rôle de législateur, nous sommes tous issus de milieux professionnels. Et dans notre groupe Horizon et Indépendant, nous avons des commerçants, des chefs d'entreprise. Donc les propos de déconnexion ne me semblent pas du tout adaptés. Et je pense au contraire que vous faites aussi de la politique, puisque dans un monde incertain, la société se tourne de plus en plus vers les entreprises pour répondre aux enjeux sociaux et économiques majeurs. D'ailleurs, les interventions nombreuses dans les médias de petits ou grands patrons à l'occasion des débats budgétaires en sont la preuve. Les entreprises deviennent donc des porteurs de messages pour leur raison d'être, leur utilité sociale ou environnementale. Et aujourd'hui, c'est votre mission, votre raison d'être qui m'interroge. Le BHV Marais, grande cathédrale du commerce, portait l'image de produits d'excellence à la française. Et vous aviez récemment signé un partenariat avec la plateforme Paradigme, plateforme d'articles haut de gamme de seconde main, qui me semblait intéressant. Malgré cela, votre groupe, selon le journal Libération, traverse de grosses difficultés financières, baisse de 30% en moyenne de votre chiffre d'affaires au cours des derniers mois, retard de paiement fournisseur d'environ 30 millions d'euros, on l'a déjà dit. Donc j'avais déjà deux premières questions. Je voulais savoir si Shein avait payé une prime d'installation à votre groupe et si celle-ci avait permis ou permettrait de payer les factures en retard de vos fournisseurs ou de vos ex-fournisseurs. De plus, vous avez mentionné tout à l'heure la hausse de trafic comme résultat positif, selon vous, à l'arrivée de Shein. Mais je ne vois pas et je n'imagine pas les clients de cette enseigne consommer dans les autres étages de votre magasin. C'est mon point de vue personnel. Donc, je vous pose les deux questions suivantes. Quelles sont les prochaines étapes de transformation du magasin BHV Marais? Et est-ce que vos salariés sont-ils alignés avec votre stratégie? Merci, monsieur le député. Quand je parlais de déconnexion tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 25 millions de Français qui consomment Shein. Et ce ne sont pas 25 millions de Français qui consomment uniquement par nécessité, ce sont 25 millions de Français qui consomment par goût du shopping. Voilà. Ensuite, quand vous affirmez, monsieur le député, que cette même clientèle ne consomme pas dans les autres étages, je m'excuse, monsieur le député, mais je crois que c'est une erreur. La réalité, c'est que la clé du commerce, c'est le trafic, et que si vous êtes allé au BHV depuis quelques années, vous aurez constaté sans doute, monsieur le député, que ce n'est absolument pas un magasin qui est basé sur le luxe. Au BHV, c'est un lieu de mixité. On sert des repas à 12 €, dans lequel on sert des repas à des employés de l'hôtel de ville, à des éboueurs, à des cadres, et puis on sert des repas à 100 €. La réalité, c'est que la consommation a changé. Vous avez aujourd'hui des jeunes filles qui aiment porter des jeans à 15 €, mais qui achètent des sacs à 400 €. Et donc, mon rôle, et le rôle du grand magasin, c'est d'offrir justement cette offre transverse. Vous parliez de retard de paiement. Madame la ministre annonçait 7 millions, vous annoncez 30 millions. Je crois qu'il y a énormément de polémiques et de fausses informations autour de cette affaire. Et la réalité, c'est que je fais preuve de résilience
Parce que tous les jours, j'ai entre 8 et 12 000 clients qui viennent au BHV. Et il serait, à mon sens, stigmatisant de penser que ces 8 à 12 000 nouveaux clients ne sont que des personnes qui n'iront que chez Shein. C'est faux. Moi, encore une fois, je le redis, je suis là pour durer. Le modèle de mon entreprise est un modèle familial. Je veux m'inscrire dans le temps. Et donc, en rajeunissant ma clientèle, en faisant venir une clientèle plus jeune dans mon magasin, j'espère l'inscrire en fait dans le quotidien et dans les habitudes de consommation, justement, de ces nouvelles clientes pour que, quelque part, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, et au gré de l'évolution de leur pouvoir d'achat, elles continuent de venir consommer au BHV. Et puis, s'il me reste un petit peu de temps, j'aimerais vous dire et rappeler que la politique de transformation sur laquelle nous souhaitons bâtir le nouveau modèle du BHV ne repose pas que sur Shein. Comme je vous le disais, nous ouvrons un espace alimentaire au sous-sol, on ouvre une grande offre de parapharmacie, on revoit complètement l'offre de restauration. Donc on investit plusieurs millions d'euros, en fait, pour transformer le BHV. Merci, Monsieur Merlin. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Madame Constance de Pellichy, vous avez la parole, Madame la députée. Je vous souhaite la bienvenue dans la commission. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le Président Merlin, je vous remercie pour vos propos liminaires, un exemple admirable de storytelling. En tant que président de la SGM, vous portez des décisions stratégiques et lourdes de sens. C'est particulièrement vrai pour le dossier du BHV, dont l'actualité à Orléans, dans mon département, suscite à la fois de fortes attentes et des inquiétudes légitimes. Les galeries Lafayette d'Orléans, exploitées par la SGM, sont devenues un BHV il y a quelques jours, suite à la rupture de votre contrat avec les galeries Lafayette, comme c'est le cas dans 6 autres grandes villes de France. Sur un post Instagram, vous avez présenté ce repositionnement comme un moyen de donner à chaque magasin une offre locale, adaptée à son territoire, tout en gardant la même ADN, celle d'un commerce audacieux, accessible et vivant. Cependant, cette stratégie ne va pas sans controverse. Le partenariat entre la SGM et Shein inquiète fortement. Cette alliance pose un problème éthique. C'est un modèle économique fondé sur des produits à très bas coût grâce à un saccage de l'environnement, des conditions de travail et de durabilité, créant une situation de commerce déloyale. La Fédération des grands magasins elle-même a exprimé son désaccord en le qualifiant de dérive préoccupante, en normalisant un modèle économique fondé sur l'évitement des règles communes. Alors vous indiquiez dans vos propos liminaires vous engagez pour, je cite, la survie du commerce et des centres-villes. Sincèrement, derrière vos éléments de langage bien léchés, je ne vois que de la contradiction. Comment vouloir conforter les centres-villes quand on fait venir un géant de l'ultra-fast fashion, dont le modèle économique est fondé sur l'évitement de nos règles et la concurrence déloyale, que vous participez à légitimer? Comment vous faire confiance quand on voit l'ensemble de vos partenaires vous quitter, faute d'être payés, y compris les galeries Lafayette d'Orléans? Comment vous faire confiance quand vous nous dites à l'instant que vous ne vendez pas de fast fashion? Shein, dans un magasin, c'est quoi? Du luxe? Revenons à Orléans. Quel serait le positionnement du BHV? Allez-vous reproduire dans mon département du Loiret le modèle Shein? Nos commerçants ont besoin de savoir dans quelle mesure vous les menacez directement et les élus orléanais manquent de garanties. Enfin, est-ce que cela ne vous dérange pas, en tant qu'exploitant responsable, de commercialiser des produits potentiellement très dangereux? Vous indiquiez ne commercialiser que des produits conformes. J'admire une telle foi, mais elle ne suffit pas à me convaincre. Quel contrôle, quelle garantie, quelles limites êtes-vous prêt à mettre en place? Avez-vous conscience que grâce à votre partenariat, les Françaises et les Français ne prennent pas conscience de la dangerosité extrême de certains de ces produits en ligne? Monsieur Merlin, face à ces enjeux, je vous pose la question suivante. Quel est concrètement votre horizon de vision pour le BHV? Qu'êtes-vous prêt à faire pour rétablir la confiance? Merci, Madame la députée. Monsieur Merlin. Merci, Madame la députée. Si vous le permettez, je ne reviendrai pas sur l'affaire Shein parce que l'ensemble des questions sont parfois les mêmes et donc j'ai donné plusieurs éléments de réponse. Je vais vous parler d'Orléans puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Je vais mettre tout de suite de côté le sujet. Il n'y aura pas Shein à Orléans tout simplement parce que le magasin n'est pas suffisamment grand. Voilà. Ensuite, je vous confirme, Madame la députée, que j'entretiens de bonnes relations avec les élus orléanais et que je les tiens régulièrement, parfois même très régulièrement informés de l'évolution du magasin. À l'instar aussi de mes collaborateurs. Le magasin d'Orléans a été complètement rénové, et vous pourrez le confirmer. Il a changé de dimension, puisque nous avons rapatrié l'offre de l'homme dans le bâtiment principal, avec un objectif, permettre à la ville d'Orléans en fait, de réaliser ses halles alimentaires en hyper-centre-ville.
pardon madame, mais moi aussi en tant que commerçant, je suis très attentiste de la politique d'investissement de la ville d'Orléans pour le commerce, parce que la nécessité d'attractivité en fait en centre-ville d'Orléans est un sujet primordial pour le commerçant que je suis. Ce changement d'enseigne, nous l'avons souhaité. Ce changement d'enseigne, c'est une décision commune avec les Galeries Lafayette. On ne nous l'a pas imposé. C'est une décision commune, en fait, qui est née de l'opportunité, de l'autonomie que nous avons gagnée en rachetant BHV et en investissant près de 20 millions d'euros avec justement ce nouveau système de paye, avec notamment cette centrale d'achat indépendante. Et donc, ce que je souhaite faire, avec une centrale d'achat qui aujourd'hui travaille pour 9 magasins, plutôt qu'une affiliation vis-à-vis des Galeries Lafayette qui travaillaient pour une quarantaine de magasins en France, c'est que ces magasins deviennent stratégiques. Ça prendra du temps. Et donc j'ai conscience qu'aujourd'hui, dans le tourbillon médiatique, chaque jour, chaque départ d'enseigne, chaque arrivée va être en fait un événement médiatique. Mais la réalité, c'est que c'est un changement que nous avons programmé et que nous anticipons et qui prendra entre 6 et 12 mois. Voilà. Merci, Monsieur Merlin. Pour terminer, les orateurs des groupes, le groupe de la gauche démocrate et républicaine, Monsieur Julien Brugerolles, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Merlin, je dois dire que j'ai écouté votre panégyrique à la gloire de votre groupe avec stupéfaction, pour ne pas dire colère. L'annonce de l'ouverture d'un espace de vente Chine au sein d'un grand magasin parisien de votre groupe ne soulève pas seulement une polémique, elle interpelle tout le pays. En choisissant d'accueillir cette multinationale, la Société des grands magasins contribue directement à banaliser un modèle économique fondé sur l'exploitation des travailleurs, l'ultra-consommation et le contournement systématique des normes sociales et environnementales les plus élémentaires. Chine n'est pas une marque comme les autres. C'est l'un des symboles les plus aboutis d'un capitalisme sauvage où la spéculation prime sur les droits humains, où l'opacité remplace la responsabilité. Vous ne pouvez pas ignorer que Chine est accusée de salaires de misère, de travail forcé, pollution massive, opacité totale des chaînes d'approvisionnement, contournement des règles européennes et non-conformité récurrente de ces produits aux normes de sécurité. Plus grave encore, la révélation de la mise en vente en France de produits à caractère pédopornographique démontre l'absence totale de contrôle sur les contenus et sur les fournisseurs. À cela s'ajoutent les condamnations pour atteinte aux données personnelles. C'est un modèle qui piétine tout simplement la dignité humaine. En leur offrant une implantation au cœur d'espaces commerciaux emblématiques, comme les vôtres, vous contribuez à leur offrir le brevet de respectabilité qu'ils recherchent. J'ai donc une seule question à vous poser, Monsieur Merlin. Face à la gravité des scandales révélés, êtes-vous prêt à reconsidérer l'implantation de Chine et à soutenir des mesures structurelles contre la fast fashion? Parce que derrière Chine, il y a une question essentielle. Quel modèle économique et commercial voulons-nous pour la France? Est-ce que nous voulons un modèle fondé sur l'exploitation, sur l'atteinte aux droits humains, l'absence de règles, ou un modèle fondé sur la justice sociale, la relocalisation, des emplois dignes et le commerce de proximité? Monsieur Merlin, c'est bien ce choix de société qui se pose à vous. Merci, Monsieur le député. Monsieur Merlin. Ok, merci, Monsieur le député. Bon, il me semble avoir déjà répondu à cette question, et donc je vais essayer d'apporter un nouvel axe de réflexion. Je ne crois pas que les deux modèles s'opposent. Typiquement, vous dénonciez l'arrivée de Chine au BHV. La réalité, c'est que nous avons signé des partenariats avec des marques comme Crushon, avec Paradigme, avec Revivre, qui font de la seconde main, qui vont pour certains d'entre eux en fait récupérer des vêtements Chine, qui font du cachemire de seconde main. Et donc, c'est justement de ce flux dont nous avons besoin aujourd'hui dans nos commerces. Et à mon sens, ce qui doit animer cette commission, c'est aussi l'enjeu de la survie du commerce physique. Et aujourd'hui, la survie du commerce physique, elle ne tient qu'à une chose, la volonté du client à venir dans nos magasins. Point final. Je prouve tous les jours au BHV que les clients souhaitent venir consommer et consommer Chine. Merci, Monsieur Merlin. J'ai un certain nombre d'inscrits. Je vous donne la liste des inscrits à ce stade pour les questions individuelles. J'ai Madame Olivia Grégoire, Monsieur Laurent Alexandre, Monsieur Dominique Potier, Monsieur Julien Dive, Monsieur Charles Fournier, Madame Anne-Cécile Violent, Madame Anne Glemer et Monsieur François Ruffin. Et j'ai Madame Lepay qui s'inscrit également.
Madame Olivia Grégoire, Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aurais 3 questions supplémentaires. Je vous écoute attentivement. Monsieur le Président Merlin, vous dites il n'y a jamais eu de participation salariale au BHV Marais avant qu'on le fasse. Est-ce que vous assumez? Vous dites la Caisse des dépôts et consignations a été prévenue 1 mois avant l'arrivée du partenaire Chine. Est-ce que vous assumez? Et pour que vous ayez le temps de répondre à ma dernière question, je vais vous la reposer. Êtes-vous délibérément en train de faire place nette pour acheter l'actif à un prix dégradé en évitant de payer des indemnités ou à gérer des réorganisations salariales complexes? J'ai à cœur de vous entendre. Merci. Monsieur Merlin. Sur la participation, Madame la Ministre, mon propos, c'était de dire qu'il n'y avait jamais eu en fait de participation sur le résultat, puisque le BHV avait toujours été déficitaire. Voilà. Deuxièmement, pour la Caisse des dépôts, oui, je vous le confirme, Madame la Ministre. D'ailleurs, j'ai proposé à plusieurs reprises de vous rencontrer pour en discuter. Et donc, je vous confirme que je crois que c'était en date du 4 août que la Caisse des dépôts était informée de notre partenariat avec Chine. Et je vous le confirme et je suis prêt à vous en apporter la preuve. La même Caisse des dépôts qui s'enorgueillait de passer un partenariat via sa filiale La Poste avec Temu, quelques semaines plus tard. Et troisièmement, je vais répondre de façon très ferme. Je vous le confirme, Madame la Ministre, je ne suis pas en train d'organiser une opération place nette. On regardera avec la Caisse des dépôts, bien évidemment, qui fait partie aussi des gens que nous auditionnerons dans les prochaines semaines. Et je pense que nous pourrons venir aussi sur ce sujet. Monsieur Laurent Alexandre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Merlin, les dégâts de la fast fashion sont considérables. Vêtements de mauvaise qualité à très courte durée de vie, fabrication à partir de composés chimiques impossibles à recycler, conditions de travail déplorables, montagne de déchets nocifs aux 4 coins du monde. Encore la semaine dernière, je m'entretenais sur le sujet dans ma circonscription à Villefranche-de-Rouergue lors du Festisol dédié à ce thème. L'enseigne Shein que vous avez accueillie en grande pompe en est l'émanation la plus détestable. Mais en même temps, vous jouez avec les règles fixées par le président Macron et ses soutiens. Shein, c'est l'aboutissement logique d'un système économique fou, dérégulé et sans limite claire fixée par les États. Alors, Monsieur Merlin, face aux déboires que vous connaissez avec BHV, le partenariat Shein et l'avalanche de défections d'historique de votre groupe, envisagez-vous de changer vos pratiques et vos choix commerciaux? Merci, Monsieur Alexandre. Vous êtes toujours en proie aux idées fixes sur le président Macron, j'ai remarqué. Bon, moi, je ne fais pas de politique, encore une fois, je fais du commerce. Cette question m'a été posée au moins 10 fois, donc permettez-moi de ne pas y répondre, mais permettez-moi d'apporter un autre axe de réflexion. Moi, en tant que commerçant, les assurances que j'ai pu prendre auprès de Chine, je me suis référé à leur politique RSE, mais surtout au rapport de bureau de contrôle, complètement indépendant. Je peux les citer. Je tiens à disposition de cette assemblée, en fait, l'ensemble des éléments de contrôle qui me permettent de dire, en fait, que les produits que je vends ne sont pas issus d'usines où il y a du travail forcé, je l'affirme, ne sont pas en fait des produits dangereux, dont je m'assure de la provenance, etc., etc. Merci, Monsieur Merlin. Monsieur Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Merlin, je viens de vous remettre le rapport qui a été commandé par le groupe socialiste à l'OCDE. Vous aurez donc la preuve, par une démonstration, par un établissement public à réputation internationale, du contraire de tout ce que vous alléguez depuis le début de cette réunion, avec un mépris profond pour la représentation nationale. Je suis député de Meurthe-et-Moselle. Il y a 2 siècles, il y a un député de la Meurthe-et-Moselle qui s'appelait Henri Grégoire, député de la Constituante. Écoutez-le. J'appelle négrier non seulement le capitaine de navire qui vole, achète, enchaîne, encaque et vend des hommes noirs ou sans mêlée, qui même les jette à la mer pour faire disparaître le corps du délit, mais encore tout individu qui, par une coopération directe ou indirecte, est complice de ces crimes. Ainsi, la dénomination de négrier comprend les armateurs, affréteurs, actionnaires, commanditaires, assureurs, colons planteurs, gérants, capitaines, contremaîtres et jusqu'au dernier des matelots participant à ce trafic honteux. Monsieur Merlin, vous avez évoqué
la décence. Moi, je crois beaucoup à la décence commune des milieux populaires. Et il y a une forme d'indécence à évoquer cette France normale qui justifierait une économie des êtres humains et des objets jetables. J'ai une seule question à vous poser. Merci, Monsieur le Président. Vous vous présentez comme un héros du commerce. En fait, vous êtes l'héritier de ceux que l'abbé Grégoire dénonce comme les complices de ces crimes de l'esclavage moderne, qui sont les complices de ceux qui aujourd'hui, politiquement, à l'échelle européenne, sont en train de détruire le devoir de vigilance, qui est la véritable arme contre ces délits. Monsieur Merlin. Monsieur le député, c'est un jugement de valeur. Je le respecte, c'est le vôtre. Je répondrai simplement par une chose, vous parlez de mépris. Si j'étais méprisant, en fait, je ne serais pas venu vous voir. Je n'aurais pas accepté de répondre. Je ne me serais pas jeté dans la fosse aux ours quand d'autres ont refusé de venir, typiquement aujourd'hui. Merci. Alors, nous ne sommes pas dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Merlin, nous ne sommes pas dans une fosse ici. Chaque député est libre à la fois de ses questionnements, bien évidemment, et comme vous êtes libre totalement de vos réponses, et nous le faisons dans le respect. Mais voilà, mais il n'y a pas de jugement à avoir. Monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Merlin, nous ne sommes pas là pour faire dans le pathos. Que ce soit vous comme nous, on n'est pas là pour faire dans le pathos. On est là pour parler du concret, des actes que peuvent prendre les dirigeants d'entreprise et des décisions qu'ils prennent, comme vous l'avez fait, en rachetant le fonds de commerce avec votre société, le fonds de commerce BHV. À l'époque, et je vais rebondir sur la question qui vous a été posée tout à l'heure par Olivier Grégoire, vous aviez promis de vous engager sur le rachat des murs. De la même manière que nous ne sommes pas là pour faire dans le pathos, nous ne sommes pas là non plus pour faire de la diffamation. Et vous avez dit qu'il y a eu des pressions exercées sur la Caisse des dépôts et consignations. Nous vérifierons évidemment et nous interrogerons la Caisse des dépôts et consignations. Mais je vous mets en vigilance sur ce genre de propos parce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu des pressions politiques. On ne sait rien, ils prennent des décisions eux-mêmes. Pour autant, quelles que soient les décisions qui ont pu être prises, notamment sur la Caisse des dépôts, vous avez annoncé un fonds d'investissement. Et j'ai qu'une question claire, précise. Allez-vous racheter les murs pour assurer d'une reprise structurelle viable du BHV ? Je vous confirme, monsieur le député, que je travaille activement à trouver la meilleure solution dans l'intérêt du BHV pour l'acquisition des murs d'ici la fin d'année. Voilà. Merci. Tout à l'heure, vous m'avez répondu que des bureaux d'études garantissaient votre éthique, ce qui me paraît quand même un peu problématique. D'une certaine manière, c'est ce que vous dites. Vous en remettez au... Ça veut dire que vous considérez que tout ce qui est dit par des tas de recherches, des ONG, des cabinets qui démontrent qu'il y a un lien avec les Ouïghours, que des enfants travaillent, que les émissions de gaz à effet de serre augmentent, qu'il y a des pollutions majeures, tout ça, vous considérez que ça n'existe pas ? Mais vous devez répondre à cette question, parce que sinon vous vous dégagez de toute responsabilité. Et c'est ça la responsabilité éthique que vous devriez avoir. C'est pas de vous en remettre à des bureaux d'études et de vous cacher derrière des bureaux d'études pour dire il n'y a aucun problème. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement ou pas tout ce que je viens de dire là, ou est-ce que vous pensez que ça n'existe pas ? Et mon deuxième élément, vous avez dit que finalement la responsabilité était du côté du consommateur. Considérez-vous, et moi je crois que le monde a changé, mais considérez-vous que le seul but d'un commerçant, c'est de pousser les gens à consommer. Et que c'est le seul sujet pour vous. Finalement, c'est ce que vous avez dit, ce que vous avez défendu. Considérez-vous pas là aussi qu'il y a un enjeu éthique ? Monsieur le député, pour votre question qui concerne les bureaux d'études, pardon de vous dire que je ne fais qu'appliquer la loi. Et que si la loi, en fait, m'oblige à vérifier la provenance de beaucoup de produits, l'ensemble de ceux qui sont fabriqués, en fait, dans mon magasin, je la respecte pour toutes les marques et particulièrement pour Chine. Ce que j'ai dit et ce que je réaffirme, c'est que j'ai été au moins 10 fois plus concernant la politique RSE de provenance et de fabrication de Chine. Voilà. Et donc je ne m'en remets qu'à la loi. Et la loi m'oblige en fait à démontrer, à vendre des produits qui soient compatibles. Et ils le sont aujourd'hui avec la réglementation française. Et si toutefois la loi m'interdisait de vendre ces produits, croyez-le, je le ferais dans la seconde. Et ensuite, concernant votre deuxième question, non, je ne le crois pas. Non, je ne crois pas en fait que ma responsabilité soit uniquement de pousser en permanence à la consommation. Je veux juste essayer en fait de faire vivre mon commerce en répondant aux besoins qui sont ceux en fait de nos consommateurs et qui répondent à l'envie. Et l'envie se prouve, encore une fois, pardon monsieur le député, tous les jours avec les files d'attente pour accéder à notre espace Chine. Madame Anne-Cécile Violent.
Merci, Monsieur le Président, pour votre accueil dans votre commission, chers collègues. Monsieur Merlin, vous mettez en avant d'emblée votre parcours d'homme modeste, attaché à des valeurs fortes. Pourtant, cette décision de pacter avec Chine interroge vraiment. Comment justifier l'accueil de cette enseigne emblématique de l'ultra fast fashion, la plus aberrante sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan sanitaire, sur le plan social et sur le plan moral aujourd'hui, alors que dans le même temps, tant de marques françaises ou européennes, responsables, innovantes, respectueuses de l'environnement et des travailleurs, de création ou de seconde main comme paradigme, permettraient de nourrir un vrai flux de clients durables. Le BHV a longtemps été un lieu qui soutenait la création locale, la qualité, l'artisanat, l'économie réelle. Pourquoi offrir une vitrine centrale à un acteur qui ne joue pas selon les mêmes règles et qui nourrit l'addiction à la surconsommation? C'est ça les fils, c'est la surconsommation et l'addiction au détriment de ceux qui se forcent d'être exemplaires. Alors, Monsieur Merlin, quel message envoyez-vous? Que la rentabilité à court terme doit primer sur la promotion de nos filières responsables, françaises et européennes? Et comment cela s'accorde-t-il avec vos valeurs que vous dites défendre? Je vous remercie. D'abord, Madame la députée, laissez-moi vous dire que les marques que vous avez citées sont présentes au BHV et continuent d'exister au BHV. Par contre, laissez-moi aussi vous parler de la réalité économique de ce qu'est un grand magasin de cette envergure. Il faut chaque année réaliser environ 100 millions d'euros de marge sans gagner d'argent. 100 millions d'euros de marge sans gagner d'argent pour payer vos fournisseurs, pour payer votre loyer, pour payer vos collaborateurs. Voilà. Et là, vous ne gagnez pas d'argent. Et donc, la réalité, c'est que les marques que vous venez de citer sont nécessaires à créer de l'attractivité, mais ne suffisent pas, en fait, en termes de volume, à générer suffisamment de profit. Voilà. Et donc, le choix cornélien, c'est de se dire, faut-il, en fait, abandonner complètement cet enjeu, ce monument du commerce qui, je le rappelle, structurellement n'était pas rentable depuis au moins 20 ou 30 ans, ou faut-il essayer justement de le réinventer en collant, c'est pour moi mon meilleur argument, en collant à la demande et aux besoins de la population, parce qu'aujourd'hui, elle se prouve encore une fois tous les jours au magasin. Merci, Monsieur Merlin. Madame Anaï Glomer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Merlin. Alors, ce n'est pas vraiment une question parce que vous avez beaucoup répondu, mais je voulais juste vous faire savoir qu'aujourd'hui, je suis habillée en Armor Luxe. Armor Luxe, entreprise quimpéroise, c'est 600 salariés avec une volonté de faire des produits de qualité, sûrs, qui respectent la santé des clients. Vous mettez à mal des emplois locaux, des savoir-faire artisanaux, un patrimoine, des identités. Au-delà des 400 000 euros que vous devez à Armor Luxe, vous devez plus et surtout mieux aux Français. Merci de protéger nos entreprises locales plutôt que d'imposer un modèle international. Bill Gates dit « Vos clients les plus mécontents sont votre plus grande source d'apprentissage ». Merci d'apprendre de ce que nous avons partagé aujourd'hui. Madame Trouvé, pardon. Bien, merci à vous, Monsieur le Président, Monsieur Merlin. Je vais poursuivre la question de ma collègue Olivia Grégoire parce que je pense que nous sommes beaucoup à ne pas être vraiment satisfaits, même pas du tout par vos réponses. Vous dites que vous respectez la loi, j'affirme que ce n'est pas le cas. Sur Impétus, par exemple, donc la loi, c'est 60 jours. Sur Impétus, il y a une attente de créance de plus d'1 an. Sur Le Jabi ou Simone Perel, vous êtes à 115 jours jusqu'à 115 jours. Donc, vous multipliez les impayés. Vous profitez, en fait, d'une situation où vous ne remboursez pas vos créances. Et je finirai par dire également que, en fait, vous êtes ici sans arrêt une sorte de levier. Enfin, vous utilisez le BHV et vos actifs comme des leviers et vous avez en réalité une forme de système de Ponzi sur laquelle je pourrais revenir. Et donc, voilà, je pense que vous êtes vraiment extrêmement mauvais pour notre économie et pour ce que vous avez repris. Merci. Bien. On vous laisse libre de répondre ou de ne pas répondre, hein, bien évidemment. Monsieur Richard Ramos. Oui, merci d'abord d'être venu. Est-ce que vous ne faites pas une erreur finalement, parce qu'on est conscient que vous avez des charges, il faut faire de la marge, mais on a connu ça dans la grande distribution, auquel il fallait faire du flux.
parce que derrière, finalement, la grande distribution avait des galeries marchandes et en fait a gagné leur argent non pas dans le chiffre d'affaires et les marges finalement de l'hypermarché, mais dans la location, je dirais, des galeries marchandes. Et donc elle cherchait à faire du flux parce en étant quasiment à perte à l'intérieur de l'hypermarché, en tirant nos paysans et en tirant nos industriels. Est-ce que là, en attirant Chine pour faire du flux, est-ce que finalement, vous n'allez pas perdre de la marge, alors que vous avez dit que vous aviez besoin de 100 millions de marge, parce que vous allez attirer des clients, mais vous n'avez pas de galerie marchande, et que finalement, les autres magasins, pour l'instant, je peux me tromper, n'ont pas l'impression d'avoir gagné en chiffre d'affaires par rapport au flux que vous avez tiré. Et donc, à la fin, est-ce que finalement, ce n'est pas un coup de projecteur que vous mettez sur votre boutique, un coup de projecteur difficile, parce que vous avez vu ici, vous êtes un peu challengé, et finalement, est-ce que ce n'est pas finalement une mauvaise stratégie commerciale ? Cette question est très pertinente, monsieur le député, et la vérité, c'est que je n'ai pas la réponse. La vérité, c'est que je n'ai pas la réponse, parce que quelqu'un qui viendrait vous voir en disant « je suis absolument certain que je vais réussir », je crois qu'il se tromperait. C'est ça la réalité. Je peux vous donner quelques éléments de réponse. D'abord, je vous rappelle que 75% du chiffre d'affaires du BHV n'est pas réalisé par la mode. Et donc, le reste du bâtiment, d'accord, n'est pas impacté par ces difficultés que vous pouvez imaginer sur les enseignes de mode qui partent, premièrement. Deuxièmement, les niveaux de marge chez Shein sont plus importants que d'autres métiers. Et donc, je vous assure que Shein contribue davantage à la marge et à la profitabilité du magasin que d'autres métiers. Troisièmement, le modèle que nous voulons initier, les changements que nous voulons initier pour le BHV, ça ne se résume pas à Shein. C'est plein d'autres éléments, en fait, d'autres éléments qui vont permettre d'aller constituer et créer de la marge. Et quand on parle de boycott, je tiens à le dire, aujourd'hui, c'est entre plus 15 et 25% de fréquentation dans le magasin tous les jours. Voilà. Merci, monsieur Merlin. Monsieur Guillaume Lepers. Oui, merci. Monsieur Merlin, vous êtes extrêmement habile ce matin. Parce que vous mélangez deux choses. Très intelligent. Vous mélangez votre référencement, je ne sais pas, 1500 références dans le magasin, qui est assez facile à contrôler, pour lequel on peut mieux marger, et ce qu'il y a sur la plateforme Shein, pour lequel vous faites la promotion. Mais j'aimerais bien qu'on fasse la différence, qu'à travers ce partenariat, je ne parle pas des 1500 références fixes, je parle de tout ce que vous cautionnez derrière sur cette plateforme, qui est en train de... Vous êtes le sauveur des centres-villes. Vous êtes en train de détruire via cette plateforme une grosse partie de nos centres-villes, notamment les plus petits. Donc arrêtez cette ambiguïté permanente entre vos références, qu'il est effectivement facile à contrôler, provenance, etc., et le cautionnement que vous faites, la pub que vous faites au fond, pour cette plateforme, où là, c'est 7000 références par jour, incontrôlables dans les ports, dans les colis, etc. Et aujourd'hui, vous êtes assez habile pour faire les deux, mais ayez quand même l'honnêteté de faire une différence entre le partenariat que vous pouvez avoir physiquement avec quelques références et surtout la publicité, le cautionnement que vous avez de cette énorme plateforme qui est en train de détruire nos commerces physiques. Mais je vous donne complètement raison, monsieur le député. Vous avez raison, encore une fois. Et c'est en ça où le modèle physique que je souhaite incarner pour Shein est vertueux. Il est vertueux pour le commerce physique, pour l'attractivité des centres-villes, et il met en lumière à quel point le commerce physique est nécessaire, en fait, dans le contrôle et la qualité des produits. Voilà. Maintenant, il faut inviter Shein, si vous voulez que Shein vous réponde sur le reste des produits. Moi, je ne suis responsable que des produits que j'importe directement et qui sont complètement conformes. Voilà. Et je vais rajouter une dernière chose. Vous avez peut-être le sentiment que je fais la promotion de l'enseigne. Moi, j'ai l'impression qu'on leur fait quand même une sacrée mauvaise pub en ce moment avec la lumière qu'on a braquée sur eux au BHV. Parce que, quand même, pardon de vous le dire, mais voilà, s'il n'y avait pas eu l'enjeu des poupées, ça se serait passé différemment sans doute. Mais l'ensemble des autres plateformes, en fait, vendaient les mêmes poupées et on ne parle que de Shein. Pourquoi ? Parce qu'on a mis la lumière, en fait, sur Shein. Donc, je ne suis pas certain que le pari pour Shein de dire on va se payer une pub, comme vous pouvez l'imaginer, en intégrant le BHV, soit un pari réussi. Merci. Monsieur François Ruffin. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais m'adresser à mes collègues. Je voudrais dire, voilà, Shein vend des produits dangereux. Vous nous le dites, ça vend des produits à risque. Ce sont des négriers, ils sont mauvais. Là-bas, c'est du travail forcé, avec une pollution massive. Interdisons Shein. Et la responsabilité, elle est de notre côté. Là, on est en train de demander à M. Merlin de ne pas vendre ses produits. Mais c'est comme si on demandait à un fauve de voir passer une belle gazelle et de devenir herbivore. Hein. Et non, il faut mettre le fauve en cage. Et donc, il faut qu'il y ait des règles, des lois qui s'imposent à M. Merlin
et à tout le monde et qui disent « nous ne voulons pas de Chine, prenons nos responsabilités ». Et je veux dire par ailleurs que moi je ne suis pas d'accord pour que Chine soit l'arbre qui vienne cacher la forêt de tout ce qui ne va pas. Parce que, en vérité, les marques de vêtements, les Auchan, les Carrefour, ce sont eux qui ont fait le choix de la délocalisation vers la Chine et dans des conditions de travail qui sont à peu près les mêmes. Et si, bien sûr, le Rana Plaza en est une preuve. Et qu'est-ce qu'on fait? Au moment où on donne des cours de morale à M. Merlin et où on se cite Chine tout le temps, qu'est-ce qu'on est en train de faire? L'Europe détruit le devoir de vigilance qui était une manière de mettre un peu de morale, un petit peu de morale dans la mondialisation. Merci, M. Ruffin. M. Merlin. Il n'y avait pas de question pour moi et voilà. Mais vous pouvez aussi amener une réponse, vous. Mais c'est comme vous voulez. Non, mais le député Ruffin a simplement résumé bon nombre de mes propos. Merci le fauve. Madame Nicole Lepé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Martin, dans vos propos liminaires, j'ai capté une information, je vous cite. Nos halles alimentaires sont au sous-sol. Alors, interpellé par le danger de la souveraineté alimentaire en France, je m'interroge sur la provenance de vos fournisseurs en produits alimentaires et sur l'origine des produits. N'y a-t-il pas un danger de l'ultra fast-food? Comment, vous avez dit à un moment, la clé du commerce, c'est le pratique. Alors comment voyez-vous dans l'avenir de vos rayons alimentaires à travers vos magasins en région parisienne, mais surtout dans les villes moyennes, au pays des 1000 fromages? Je vous remercie. Eh bien, Madame la députée, c'est exactement ce que nous voulons incarner au BHV, le pays des 1000 fromages, puisque le partenariat que nous allons passer sur une partie du sous-sol, environ 1000 m² pour faire des halles alimentaires, nous le passons avec des primeurs, des artisans, des meilleurs ouvriers de France, spécialistes en fait parisiens, spécialistes en fait dans chaque domaine. Et ce que nous voulons créer au sein du BHV, c'est absolument l'antithèse de ce qu'est la grande épicerie, pour ne pas la citer. C'est-à-dire, c'est un magasin populaire, mais de très grande qualité, avec des produits français. Et nous y veillerons particulièrement. Merci, Monsieur Merlin. Monsieur Antoine Vermorel-Marquez, bienvenue dans la commission. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Merlin, vous avez affirmé il y a quelques minutes que le partenariat que vous avez signé entre Chine et le BHV, je cite, était de nature éthique. Je voudrais vous poser une question très simple. Est-il éthique de faire rentrer dans le BHV une plateforme qui a vendu des poupées pédopornographiques, qui a été épinglée aussi par la justice pour avoir vendu des croix gammées et qui, dernièrement, a eu un signalement de ma part devant le procureur de la République de Paris pour la vente d'armes? Vous avez commencé votre propos en parlant de votre histoire familiale, qui est une belle histoire française, mais vous avez oublié de préciser, et peut-être là est le plus important, que vous êtes père de famille, que vous êtes aussi oncle d'un fils de 3 ans et d'une nièce de 2 ans. Est-ce qu'il est éthique, devant nos enfants, et notamment devant les 160 000 enfants victimes de violences sexuelles, de faire rentrer une plateforme qui aujourd'hui est en justice pour avoir vendu des poupées pédopornographiques? Monsieur le député, j'ai été extrêmement ferme et ma position n'a absolument pas changé depuis en fait l'annonce de la vente des poupées à caractère pédopornographique. J'ai condamné. Je souhaite que vous, députés, vous puissiez légiférer justement pour engager la responsabilité de ces plateformes. Aujourd'hui, la problématique de la loi, c'est que ce ne sont que les commerçants qui vendent directement sur ces plateformes qui sont responsables, ce ne sont pas les plateformes directement. Donc je souhaite que vous, députés, vous puissiez légiférer. Voilà. Et dernièrement, le jour où a été annoncé par votre intermédiaire la vente d'armes, et c'était le jour de notre ouverture, croyez-le ou non, j'ai été extrêmement ferme sur l'avenir de notre partenariat avec Chine, extrêmement ferme, quant à la position qui aurait été la leur par rapport à ces annonces. Je l'ai dit publiquement, je ne voulais pas aller de bad buzz en bad buzz, et je trouve que la position qui a été celle de Chine, contrairement aux autres plateformes d'ailleurs, d'accepter de fermer 100% de sa marketplace, est une position qui a été une position responsable. Attendons de voir dans quelles conditions elle rouvrira, comment, voilà. Et donnez-vous les moyens, messieurs les députés, de légiférer justement pour contrôler davantage ce qui se vend sur ces plateformes-là. Monsieur Antoine Armand. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Pardon, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne vais pas à mon tour me placer sur le terrain de la morale ou de l'éthique personnelle. Ce n'est pas le sens de votre audition aujourd'hui. Et je vais, y compris, nous renvoyer la responsabilité, comme l'ont fait certains collègues, de dire, au fond, si on veut interdire Chine ou certaines plateformes, faisons-le. J'ai signé pour ma part avec certains collègues une tribune pour demander son interdiction. Mais j'ai une question économique
pour le chef d'entreprise que vous êtes et pour les grands magasins que vous représentez. Vous parliez d'ours tout à l'heure. J'ai quand même le sentiment, et je parle évidemment pas de vous, mais des grands magasins en général, qu'on est un peu dans la situation de la dinde qui se réjouit de l'arrivée de Noël. C'est-à-dire que, économiquement, ce type de plateforme chinoise, ce type de magasin, ce type d'entreprise a toujours la même technique. C'est l'inondation du marché par des pratiques anticoncurrentielles qui tuent à la fin les entreprises qui produisent en France et en Europe. Donc ma question, elle est pour vous économique. Est-ce qu'en acceptant l'arrivée physique de ce type de magasin, vous n'êtes pas tout simplement en train de préparer la mort, non pas seulement des autres commerces, mais la vôtre en particulier? Et est-ce que pour un peu de cash flow, pour tenter évidemment de réparer une situation financière difficile, vous n'êtes pas en train de préparer à court et moyen terme la mort de nos entreprises et de vos entreprises en particulier? Merci, Monsieur Armand. Monsieur Merlin, avant de vous redonner la parole, vous pourrez répondre à l'interpellation de notre collègue Antoine Armand. Et puis, je vous laisserai quelques minutes de conclusion pour revenir sur un certain nombre de sujets que vous auriez souhaité mettre en avant. Et je reviens sur la question qui avait été posée par Madame Grégoire et Madame Trouvé concernant les délais de paiement. Et voilà, si vous pouviez repositionner votre réponse sur ce sujet et compléter la réponse que vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire tout à l'heure à leur interrogation. Vous avez la parole, Monsieur Merlin. Monsieur le député, non, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, et c'est justement le pari inverse que j'ai fait, parce que, et je vais le répéter, je l'ai dit plusieurs fois, en fait, je considère que c'est le flux, en fait, qui est l'essence qu'il faut mettre, le carburant qu'il faut mettre dans la voiture pour qu'elle avance. C'est le flux. Et nous avons, pas suffisamment à mon goût, pu parler, en fait, de la désertification des centres-villes, qui plus est des villes moyennes, de la baisse d'attractivité de ces grands magasins et de la nécessité de réinventer de nouveaux modèles. Et je crois que le seul moyen, c'est de faire venir les clients. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que Chine fait venir les clients. Voilà. Qui plus est, Chine contribue en fait aux bénéfices et aux résultats, et donc à l'exploitation de nos grands magasins. Sur les sujets des délais de paiement, puisque c'était votre question, Monsieur le Président, je me suis exprimé plusieurs fois à ce sujet. Je vais rappeler plusieurs choses. D'abord, le principe que mon groupe est assis sur des actifs immobiliers, que l'endettement du groupe est raisonnable, que j'ai capitalisé 58 millions d'euros le BHV, que le niveau de dette en encours fournisseur aujourd'hui est équivalent à 2 à 3 semaines de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc on parle dans la presse, certains disent 7, certains disent 30. Le montant change tous les jours, qui plus est, à cause de la saisonnalité qui plus est à cette période de l'année. Et donc, j'ai fait la promesse, et je le réitère, tout le monde sera payé. Je suis absolument conscient que nous avons fait subir, surtout d'ailleurs à de petits fournisseurs, des délais de paiement qui étaient juste ignobles, inhabituels. Voilà, il est... Peut-être, madame, nous l'avons en tout cas, nous en avons souffert en fait, compte tenu des outils qui étaient les nôtres. Et nous avons fait savoir publiquement, ce qui a été extrêmement bien accueilli par l'ensemble de nos partenaires, avec le but en fait de créer un modèle beaucoup plus agile, avec le but d'attirer de nouvelles enseignes, que nous allions innover et qu'avec notre système d'encaissement, nous allions être capables en fait de rétribuer le chiffre d'affaires de l'ensemble de nos commerçants en commission à la vente dès le lendemain. Un commerçant qui viendrait faire 100 € de chiffre d'affaires au BHV, qui devrait nous rétrocéder, admettons, 25% de marge, se verrait rétrocéder dès le lendemain 75 € sur son compte en banque quand le BHV en encaisserait 25. Et ça, c'est inédit et ça n'existe absolument nulle part dans aucun autre grand magasin. Et je crois que c'est un vrai outil qui va permettre en fait à bon nombre de petites PME de pouvoir venir dans des grands magasins, de bénéficier en fait du meilleur emplacement de la ville, du flux, peut-être aussi en partie généré par Chine, pour faire du chiffre d'affaires. Et c'est en ça où je pense que ce modèle est vertueux et c'est en ça où je pense qu'il faut absolument que nous soyons tous extrêmement vigilants sur la nécessité d'attractivité de ces centres commerciaux de centre-ville, de ces grands magasins de centre-ville. Ils sont le poumon économique, ils sont le vecteur d'attractivité commerciale. La vacance locative à l'horizon des prochaines élections municipales, c'est quand même la démonstration ou non de l'attractivité d'une ville. Et je crois que dans les grands magasins, dans les centres commerciaux, comme nous le faisons, croyez-le ou non, il faut accueillir des grandes enseignes, mais il faut aussi accueillir des petits commerçants, il faut accueillir de la mode locale, de la mode engagée, et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous souhaitons faire vivre au sein du même lieu. Voilà. Très bien.
Merci beaucoup, Monsieur Merlin, de vous être rendu disponible pour répondre aux questions de la représentation nationale et de l'ensemble des députés. Comme le disait notre collègue Richard Ramos, c'est une audition où vous avez été très challengé, mais je pense qu'il y avait aussi bon nombre de questions que se posaient nos députés, représentant des territoires, à la fois des territoires urbains, métropolitains, mais aussi des territoires ruraux, et avec pour beaucoup des inquiétudes sur le devenir du commerce local. Nous avons, à travers vos propos, pu prendre en compte un certain nombre des réponses que vous avez pu apporter. Nous aurons dans les auditions, et je sais que Madame Anne-Cécile Violent, Monsieur Antoine Vermorel-Marquez font un travail sur ces sujets en ce moment très important. Nous reviendrons aussi avec la Caisse des dépôts. Julien Dive le disait tout à l'heure, vous avez parlé de pression politique tout à l'heure. Nous allons aussi, et c'est l'honneur de cette commission que de pouvoir aller jusqu'au bout dans les éclairages qui nous semblent nécessaires, interroger la Caisse des dépôts sur les orientations qui ont été prises et la raison pour laquelle ils ont pris aussi ces orientations de cesser les partenariats avec vous, et nous reviendrons devant le président de la Caisse des dépôts. En tous les cas, merci de vous être rendu disponible, d'être venu parmi nous ce matin pour répondre à cette audition. Et merci d'avoir pour cela respecté les députés, la représentation nationale en acceptant cette invitation. Bonne journée à tous. Dr.